Attention, ça a l'air de marcher. Voilà. Eh bien, nous y sommes Oui. quasiment. C'est bon. On est dessus. Eh bien, chers amis, bonjour pour cette première petite émission en Facebook Live des amis de Coralie Delhomme, l'association des amis de Coralie Delhomme. Nous allons organiser environ toutes les 3 semaines, ou tous les 2, 3, 4 semaines, on va organiser une réunion de ce type pour faire vivre la pensée de notre amie Coralie Delhomme, partie beaucoup trop vite. Et nous allons faire vivre ces réflexions sur l'Union européenne, sur la République, sur l'État, sur le pays, sur la France. Et aujourd'hui, pour cette première émission en vidéo live, nous avons invité l'ami Benjamin Morel. Alors, je fais les présentations. Catherine Coutard, qui est trésorière de l'association des amis de Coralie Delhomme, David Guégouille, qui est son éminent président, et moi-même, qui suis membre de cette association, et Benjamin, qui vient de publier un excellent bouquin sur un sujet trop peu traité, et c'est pour ça qu'il nous intéresse, et j'essaye de le mettre bien en face de mon écran, le livre de Benjamin Morel, La France en miettes, sur les régionalismes, l'autre séparatisme, qui annonce tout de suite la couleur de ce livre. Benjamin est maître de conférence en droit public, qui est un excellent connaisseur du droit constitutionnel. Tu es président du comité scientifique de la Fondation Res Publica, entre autres activités. Tu es aussi à l'Institut Rousseau, à ma connaissance. Et il t'arrive de venir commenter et analyser l'actualité sur la chaîne néo-fasciste CNews, en ma compagnie parfois. Et voilà, est-ce que j'ai oublié des points, les amis, sur votre présentation? Non, ça m'a l'air très bien. Ça t'a l'air très bien. Alors, Benjamin, pour commencer, pour lancer le débat et pour te permettre d'exposer la thèse centrale de ton livre et du sujet que tu traites, je voulais reprendre la dernière phrase de ton introduction. L'ethno-régionalisme, il faudra qu'on essaye un peu de le définir, tu le définis dans ton livre, mais qu'on sache exactement ce qu'on entend par là et ce que tu entends par là. L'ethno-régionalisme est une idéologie tendant à déconstruire la nation, et ton bouquin est un réquisitoire en montrant que la France peut connaître le destin de l'Espagne ou de la Grande-Bretagne, entre autres pays qui sont minés par ce régionalisme. Donc, c'est une idéologie tendant à déconstruire la nation dont le dynamisme politique n'est pas marginal, mais au contraire croissant, et qui hypothèque son avenir à la nation. Pourquoi tu as choisi, Benjamin, ce thème du régionalisme qui n'est pas au cœur du débat public, des passions idéologiques qui pourtant sont nombreuses dans notre beau pays, sur nos beaux réseaux sociaux et nos belles chaînes d'infos? Et pourquoi tu as choisi ce sujet? Quand on lit ton livre, on est un peu affolé par ce que tu décris. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, il y a un danger et il faut que j'écrive dessus et que je dise ce que j'en pense? Alors justement, parce qu'il y a très peu de choses qui ont été faites dessus, hein. C'est-à-dire que l'un des problèmes fondamentaux en France que l'on peut avoir, c'est que justement ce sujet apparaît comme passant sous les radars parce qu'on juge qu'on est totalement immunisé et que bon, c'est vrai que si on exclut l'Allemagne, on pourra s'interroger d'ailleurs sur pourquoi c'est pas le cas en Allemagne, mais tous les pays voisins voient aujourd'hui leur vie politique fragilisée, paralysée et leur unité nationale mis en danger par ça. Mais nous, on serait un peu comme un petit village gaulois totalement épargné par ce type de sujet. Donc, il y a un premier constat, c'est-à-dire qu'on a une absence de réflexion sur ce thème, alors qu'on devrait s'interroger sur est-on concerné, si on ne l'est pas, pourquoi. Et ensuite, concernant mon parcours personnel, en réalité, c'est un parcours qui est d'abord un parcours de recherche, hein. J'ai fait une thèse sur le Sénat, j'ai bossé sur le Parlement, mais quand tu bosses sur le Sénat, tu travailles également sur les territoires, comme dirait l'ami Jean Castex.
tu travailles sur les collectivités, sur la décentralisation, et tu tombes sur ce type de sujet nécessairement. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il mérite ou pas d'être creusé? Et je me suis rendu compte que, il méritait d'être creusé, que de la dynamique auquel on assistait en France étaient des dynamiques plus tardives que celles qu'on a pu connaître chez certains de nos voisins, mais qui malgré tout étaient à la fois comparables et dans une grande partie similaires. Donc, il était nécessaire de tirer un peu la sonnette d'alarme parce que ces dynamiques, on les connaît. On sait, grosso modo, comment ne pas y céder ou en tout cas comment retenir la machine tant qu'elle ne s'est pas emballée. Ce que n'ont pas réussi à faire nos voisins, une fois que la machine était emballée, une fois que tu avais une crise en Catalogne, en Écosse, en Flandre, en Padanie, c'était comment faire, comment le traiter. On voit qu'à partir d'un certain stade, il est impossible de contenir la machine et qu'on rentre dans une crise larvée de l'unité nationale et je dirais, de l'avenir commun de la nation politique. Et ça, on n'a pas de miracle malheureusement, mais en tout cas, on n'a pas de remède. Et donc, il est important de s'alerter justement maintenant, tant que peut-être il n'est pas trop tard. Alors, je te pose une autre question. Après, je passe la parole à David, Catherine, pour qu'il continue à t'interroger sur C'est vraiment dangereux à ce point, ce régionalisme. Tu pourrais étayer un peu parce que on a l'impression que ce sont des affreux extrémistes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais qu'il y a une grande partie de ton bouquin qui est consacrée, mais en particulier la première partie, mais est-ce que tu peux un peu nous l'expliciter? Alors, concernant le côté extrémiste des groupes politiques qu'on pourrait qualifier d'ethno-régionalistes, ça dépend en réalité. On a des groupes qui se synthétisent à la charnière du XXe et du XIXe et du XXe siècle sur un logiciel qui vient plutôt de l'extrême droite et qui ensuite ont un rapport très adaptatif et vont pouvoir passer de la droite fasciste à la gauche, etc. Parfois même avec les mêmes individus, mais avec le même corpuscule idéologique qui vise à considérer que l'État est l'ennemi et que de l'autre côté, il y a une vision de l'identité locale à faire prévaloir, totalement hétérogène avec l'unité nationale, quitte à détruire des éléments qui vont être des éléments des cultures locales. On va revenir sur, si tu veux, la question des langues, etc. Comment est-ce que tu prends une langue, tu lui évites tout apport du français pour la reconstruire, vraiment qu'elle soit communicable avec les anciens. Comment même tu instaures dans un lieu où elle n'a jamais été parlée une langue locale vue comme hétérogène, par exemple le breton en zone gallo, par rapport à une autre langue qui, elle, va être vue comme trop proche du latin, du français pour être légitime. Donc, comment est-ce que tu détruis une culture locale au nom d'une culture reconstruite par idéologie? Donc, c'est vraiment ça, le livre pointe ce type de sujet. Ce n'est pas un livre contre ce qu'on pourrait appeler, après Simone Veil, les petites patries ou les cultures locales, mais vraiment contre un usage politique qui conduit souvent, à fragiliser évidemment la nation, mais même à écraser ces cultures locales au nom de l'idéologie. Et là, on a en réalité un phénomène qui est un phénomène fondamentalement dangereux parce qu'il n'est pas que porté par ces groupes politiques qui, dans beaucoup de régions, ne font pas des scores pour l'instant gigantesques. Mais ce discours-là, il est porté par les collectivités locales. Et parfois même, il est porté par l'État, parce que lorsque l'État va chercher justement à sauver ses cultures locales, il va chercher des interlocuteurs, et aujourd'hui, il va essentiellement trouver ces groupes structurés en associations culturelles, etc. Et donc, il va envoyer l'argent et il va confier des politiques publiques à ces groupes qui vont distiller leur idéologie. Et là, on a en effet un phénomène qu'on voit aujourd'hui être croissant. Tu prends la Corse, tu as la région européenne dans laquelle on vote le plus pour ces partis, plus qu'en Écosse, plus qu'en Catalogne, etc. Prends la Bretagne. A priori, il n'y a pas de problème en Bretagne, étant donné qu'on a une Union démocratique bretonne qui, en alliance avec les Verts, fait un score somme toute modeste, etc. Un parti breton qui électoralement est quasiment inexistant. Néanmoins, regarde le programme du PS ou de LR, il est plus régionaliste que le programme de l'Union démocratique bretonne dans les années 80. Et donc, on a un phénomène qu'on a connu ailleurs, qu'on a connu notamment par exemple au Pays de Galles, où tu vois, il y a quelques années, le parti régionaliste gallois qui dit moi, je voudrais la devolution. Les travaillistes disent non, la devolution. Finalement, les travaillistes donnent la devolution. Les partis régionalistes se trouvent un petit peu embêtés. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se caler sur une position plus radicale qui va être la fédéralisation du Royaume-Uni. Finalement, les travaillistes viennent sur cette position-là. Aujourd'hui, du coup, on a un parti qui veut l'indépendance du Pays de Galles dans une Europe des régions. Donc, on a un effet qui va être un phénomène de décalage du spectre politique qu'on connaît également en Corse. La plupart
revendication qui était celle des nations avait été reprise par la majorité PRG-PC de Paul Jacobi juste avant leur arrivée au pouvoir. Donc, on a un phénomène qui est un phénomène de surenchère entre partis et de surenchère entre régions. Quand tu vas voir un Gallois, il te dit « je veux un statut à l'écossaise ». Et aujourd'hui, quand tu vas voir Gilles Simeoni, il te dit quoi? Il te dit moi, je veux pour la Corse le statut de la Nouvelle-Calédonie. Si tu vas voir Frédéric Bierry, avec qui j'ai débattu il y a peu, il te dit moi, je veux un statut à la Corse. Si tu vas voir Breton, ils te disent moi, je veux une collectivité unique comme l'Alsace. En réalité, des moments où tu lis identité et décentralisation dans sa forme, dans ses statuts, dans ses compétences, que tu construis, on y reviendra peut-être sur les réformes Macron, ce qu'on appelle une décentralisation asymétrique, ou ce que Emmanuel Macron appelle la différenciation territoriale, tu crées une course à l'échalote où pour voir mon identité reconnue, je veux un statut plus mieux. Et du coup, je crée un jeu qui va être un jeu. J'ai des petites coupures. Vous êtes toujours là, les amis? Oui. Moi, je t'entends. Moi, je t'entends aussi. Je me suis déplacée parce que j'avais l'impression que c'était ma liaison qui était mauvaise. Parce qu'effectivement, il y a des moments où ça bafouille. Et je pense que c'était en partie vrai. Mais là, on entendait très bien Benjamin. Parle un petit peu plus fort, Catherine, si tu veux prendre le relais. Je veux bien prendre le relais pour permettre à Benjamin de continuer à nous développer sa pensée, parce que je pense que c'est effectivement un sujet sensible, un sujet inquiétant pour la suite, et que le détricotage, pour utiliser une expression bon enfant de la nation française, est une question vraiment tout à fait importante, et d'ailleurs pas spécifique à notre beau pays, mais j'aimerais qu'au-delà du constat, est-ce qu'on peut avoir une idée de pourquoi ça a tant d'écho aujourd'hui alors que ça n'en avait pas il y a 20 ans? Pourquoi on peut surfer là-dessus? Pourquoi des partis nationaux, entre guillemets, se sentent obligés de reprendre le flambeau de ces théories et d'aller encore plus loin dans la surenchère, de favoriser la surenchère? Et au-delà du pourquoi, bien sûr, la question, c'est que faire pour contrer cette évolution. Ça n'étonnera pas Benjamin Morel si je dis que ce n'est pas vraiment notre tasse de thé, le tricotage de la nation française. Je crois qu'il y a 3 facteurs majeurs. Le premier facteur, alors la captation des identités locales par ces groupes, entre guillemets, ce n'est pas d'hier. En revanche, le fait qu'ils arrivent comme ça à imposer leur vision de ce que sont ces cultures locales aux dépens même des cultures qui existent réellement, ça, c'est tout de même le produit de plusieurs facteurs. D'abord, il y a un aspect décentralisation, pas en elle-même, mais parce qu'en réalité, quand un élu local, notamment dans certaines régions, veut tenter de construire un programme, d'exister politiquement, il a 2 choix. Soit il décide, principe de base de la décentralisation, démocratisation des politiques locales, d'aller chercher les électeurs sur des politiques. Et donc, il va expliquer qu'en matière d'aide aux entreprises, de transport, il a fait telle ou telle chose. C'est totalement ridicule aujourd'hui. C'est-à-dire que si on vote il va falloir expliquer aux électeurs que, en fait, une collectivité a une collectivité à statut particulier, mais un département à compétences qui dispose de compétences en matière d'aide aux entreprises qui n'appartiennent pas au département qui s'appelle collectivité en Moselle, mais à la région Grand Est. Sauf qu'ici, comme il y a des compétences particulières, ça appartient à la collectivité à statut particulier, qui est un département à compétences particulières qui s'appelle collectivité européenne. Donc, vous avez évidemment perdu tout le monde. Je fais la démonstration jusqu'au bout à dessein. Et donc, c'est beaucoup plus facile de vendre de l'identité. C'est compréhensible, c'est lisible. Et donc, dans une situation de désintérêt des Français pour la chose politique, et particulièrement en matière locale, parce que ce n'est pas lisible, quand on arrive avec ce qu'on appelle un kit identitaire, c'est-à-dire un outil avec quelques instruments qui vont permettre de chauffer à blanc les identités locales qui ont été conceptualisées par ces groupes, parce que finalement, les grands élus ne vont pas aller chercher très très loin. Là, ils ont, je dirais, un kit pédagogique identitaire à disposition. Il y a un drapeau, un hymne, une histoire reconstruite, des langues reconstruites, etc. Ça permet de vendre le truc. Ils vont chercher la chose à dessein purement électoral. Et donc, ça va être diffusé vitesse grand V par les collectivités. Le taux de breton qui se dit breton avant d'être français est passé en 20 ans de 20 à 40%. Ce n'est pas lié à la capacité d'action de l'Union démocratique bretonne. C'est lié à la reprise par
la collectivité de, en fait, tout ce qui fait le fond de ces groupes politiques. Donc ça, c'est le premier facteur lié à cette décentralisation. Il y a un deuxième facteur qui est lié au rôle de l'État dans tout ça. Parce que justement, quand on fait de la décentralisation asymétrique, on met également les élus locaux dans une position qui est une position compliquée. Si je suis un candidat PS ou LR en Bretagne ou en Alsace, en face de moi, j'ai des groupes qui vont me dire, écoutez, l'État a dit différenciation territoriale, tout est négociable, donc moi, je vais justement pas m'embêter avec ces hiérarchies de compétences, je veux la compétence sécurité pour régler les problèmes de nos concitoyens. Si moi je dis, mais oui, mais vous comprenez, c'est une compétence régalienne, etc., quel message j'envoie à l'électorat? J'envoie le message que, un, je ne vais pas régler le problème, et que deux, je juge que la région n'est pas assez légitime pour régler le problème. Donc, je m'aligne. Et en m'alignant, en disant, ah oui, vous avez raison, moi aussi, je veux la compétence sécurité, et vous allez voir ce que vous allez voir, si j'arrive au pouvoir, eh bien, je vais régler les problèmes mieux que les régionalistes. Et donc, en faisant ça, on a créé cette course à l'échalote que j'évoquais tout à l'heure. C'est ce qu'ont fait nos voisins. Hein. Et ça, encore une fois, c'est un vrai problème en matière de différenciation territoriale. On est quand même stupide. Je veux dire, il faut quand même reconnaître la chose. Vous avez un enfant de 5 ans. Il voit un de ses petits camarades mettre la main sur une plaque chaude et se brûler. La plupart, en règle générale, ne le font pas. C'est ce qu'on fait quand on agit aujourd'hui comme nos voisins 20 à 30 ans plus tard. En règle générale, vous avez toujours quelques gamins narcissiques ou qui manquent d'empathie. Donc, ils essayent quand même cela. C'est ce qu'on a fait en Corse. Et en règle générale, une fois qu'on l'a fait de la main gauche, on lâche et on ne se dit pas « Ah oui, mais ça, c'est la main gauche. Avec la main droite, ce sera différent parce que c'est une main de super-héros et je remets la main dessus. » C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement, ce que le gouvernement est en train de faire à l'Alsace, etc. Donc, il y a une forme de stupidité, je n'ai pas d'autre mot, à vouloir réitérer des erreurs commises ailleurs et parfois commises par soi-même. Donc là, on a un deuxième facteur qui est un facteur réellement dynamique et qui explique pourquoi ça explose, notamment depuis le début des années 2000. L'introduction de ce qu'on va appeler les collectivités à statut particulier dans la Constitution, c'est 2003, c'est la réforme Raffarin. Le dernier élément, c'est, je dirais, un fonds qui va être un fonds social. On dit beaucoup, le régionalisme, ce sont les personnes qui vivent dans ces cultures et qui veulent se défendre face à une uniformisation du monde. Ce n'est pas vrai, en réalité. Ce n'est pas vrai historiquement, c'est plutôt des élites des centres-villes qui vont aller reconstruire ces cultures pour essayer de se donner une légitimité alors qu'elles n'ont pas grandi dedans. Et c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, alors là-dessus, j'exclus peut-être un peu la Corse, qui est un cas particulier. Mais sinon, ce sont plutôt des élites urbaines qui n'ont justement pas grandi dans ces cultures, mais qui vont être dans un phénomène d'identité narrative un peu à la Ricoeur. C'est-à-dire on va aller chercher des identités, on va aller essayer de construire sa propre identité, de se construire son propre récit dans une postmodernité qu'on ne maîtrise pas. Et là, les possibilités sont limitées. Soit j'ai des origines issues de l'immigration, etc., et je vais aller idéaliser la patrie des parents. Hein. C'est intéressant de voir l'opposition que Jérôme Fourquet fait dans son livre entre ce phénomène-là pour les jeunes issus de l'immigration et pour les jeunes corses, entre guillemets. Hein. On a vraiment ce phénomène qui est ce phénomène qui se pose en miroir. Donc, soit je fais ça, soit je m'identifie à une identité religieuse, etc., soit je vais chercher l'identité nationale, mais on m'a expliqué que l'identité nationale, ce n'était pas bien parce que la France était responsable de la colonisation, de la Saint-Barthélemy, des 7 plaies d'Égypte et probablement du réchauffement climatique. Donc, le drapeau français, c'est Burke, grosso modo. Donc, si je suis victime de ce drapeau, par contre, ça, c'est bien. On m'a expliqué que c'était plutôt pas mal. Et donc, je vais aller chercher une autre identité. Et là, les identités régionales vont être extrêmement performantes. Elles permettent de dire « je suis moi également une victime du méchant État français ethnocide » et en même temps, je me construis dans un récit qui va être un contre-récit extrêmement flatteur, extrêmement valorisant et avec, encore une fois, un kit théorique qui, conceptualisé depuis le début du 19e siècle, me permet de projeter mon identité, mes fantasmes là-dedans. Et donc, je vais avoir toute une partie de jeunes urbains qui vont aller chercher ça et qui, comme ils maîtrisent bien les codes sociaux, les réseaux sociaux, les codes de la classe dominante, vont faire que ce récit va être extrêmement performant et qui vont le servir de manière efficace. Et donc, en effet, la conjugaison de ces 3 phénomènes
fait qu'aujourd'hui, on arrive à un point qui est un point où tout ça commence à prendre une ampleur assez inquiétante, notamment au regard des États voisins. Ouais, donc on est dans l'âge identitaire. David, tu avais Oui, une question? Benjamin, il y a un passage du livre qui m'a un petit peu étonné, enfin, qui m'a interrogé. À un moment, après avoir expliqué effectivement que les vieux partis LR, PS et puis les jeunes comme LREM avaient pris le relais et faisaient le travail des ethno-régionalistes sans s'exprimer, tu as un passage sur les souverainistes français qui seraient séduits par ce discours. Alors moi, j'étais très surpris par ce passage parce que alors moi, je suis peut-être un vieux souverainiste déjà. Moi, je me souviens, j'ai été formé notamment par des gens comme William Abitbol, qui en 2001, au moment où Chevènement avait démissionné du gouvernement Jospin, avait dit à Bruxelles, j'enlève le haut et le bas à Ajaccio, qui était une très jolie formule. Et j'en suis resté là assez largement. Alors, ce matin, la lumière fut et je me suis dit, peut-être qu'il vise Michel Onfray. Est-ce que tu résumes le souverainisme français à Michel Onfray ou est-ce que tu vises d'autres personnes? Alors, tu sais que j'ai fait un long débat contre Perico Légas il y a peu dans Marianne. Oui, Donc, mais Perico on a eu n'est pas forcément représentatif du souverainisme français. On sait qu'il est indépendantiste basque et qu'il a épousé une souverainiste. Voilà. Non, il y a des évolutions quand même. Il y a des évolutions et en effet, que ce soit Perico, que j'aime beaucoup en plus, hein, donc ce n'est pas du tout une attaque personnelle contre lui. Puis il a eu la gentillesse et l'ouverture de débattre, ou Michel Onfray, qui aujourd'hui, malgré tout, qu'on le veuille ou non, représente pas le souverainisme français, mais représente un souverainisme audible et un souverainisme mobilisateur. Et beaucoup de nos concitoyens qui ont une vision assez distante du souverainisme vont pouvoir en avoir quelque peu cette lecture, cette vision. C'est également le cas, je dirais, dans une forme de souverainisme soft ou latent, dans une partie de la droite marquée plutôt par la tradition catholique, etc., qui va être rétive à l'Union européenne, mais qui va, il y a peu également un débat sur un plateau CNews. Tu parles des gens qui sont plutôt autour d'Éric Zemmour. Pas que, parce que Zemmour, à mon avis, est assez ambigu sur ces sujets-là. Mais en effet, c'est plutôt cette tendance-là, si tu veux. Et malgré tout, c'est une tendance qui est de plus en plus lourde et qui est de plus en plus importante, ou en tout cas audible, visible. Alors, pas forcément dans les milieux militants souverainistes, hein, mais dans, je dirais, une capacité de mobilisation et une existence politique qui va être forte et qui part d'un constat assez simple en réalité, qui est qu'en effet, il y a une technocratie bruxelloise et que cette technocratie bruxelloise est quelque peu imperméable, pour parler gentiment, à la vie des peuples, aux volontés des peuples et aux cultures des peuples, hein, mondialistes, contre-patriotes, etc. C'est toute cette rhétorique-là. Et que ça rappelle beaucoup la France du 19e siècle avec ses technocrates ou ces hommes politiques parisiens qui oppriment les petites patries. Ce parallèle, il est très discutable, hein. On pourrait revenir sur qu'est-ce qu'était justement là-dessus la France du 19e siècle, etc., ou du début du 20e. Et surtout, il conduit à des erreurs d'analyse assez magistrales. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces groupes qui parfois vont être considérés justement par les souverainistes comme étant les défenseurs des petites patries au niveau local et de cette uniformisation du monde, ont un objectif extrêmement simple et sur lequel, d'ailleurs, ils ne se cachent pas. Quand tu écoutes Michel Onfray, quand tu écoutes Perico, etc., ils vont te dire, oui, ces groupes sont justement ce qui permet de résister à cette uniformisation du monde. Et donc, ils sont nous commun qui est défendu contre la technocratie bruxelloise. Quand tu vas voir ces groupes, ils jouent carte sur table, hein. Ils font partie d'une fédération qui s'appelle Régions et Peuples Solidaires, qui prône une Union européenne fédérale. Et ils ont toujours été fédéralistes, hein, à quelques exceptions près en Europe, notamment la Ligue du Nord.
il y a toujours eu dans ces groupes un logiciel fédéraliste européen, voire même quand tu vas chercher dans les soubassements théoriques, etc., la vision d'une recomposition de l'Union européenne sur la base d'une Europe des régions redécoupée sur une base ethno-linguistique. C'est notamment la LE qui prônait ça il y a quelques années, qui diffusait des cartes, etc., qui sont souvent repris d'ailleurs dans les milieux souverainistes. On voit quel projet de l'Union européenne. Ce n'est pas tant le projet de l'Union européenne, on pourrait y revenir, mais c'est le projet de ces groupes structurés au niveau européen en alliance avec Europe Écologie Les Verts. Voire même quand tu vas chercher les fondements du mouvement Nationalstat, qui est le grand mouvement d'union des différents penseurs de ces groupes au niveau européen qui se structurent avant-guerre et après-guerre. Il y a même des idées comme celle d'une union fédérale européenne sur une base ethno-linguistique mais déterritorialisée. Grosso modo, on est vraiment dans le principe de la tribu. J'appartiens à ma tribu, je vote dans ma tribu, et que je vive à Bergen, à Livourne ou à Tolède, je vote dans ma tribu. Et si ma tribu, c'est celle des langues d'Oïl, j'irai voter à Livourne dans ma tribu des langues d'Oïl, et j'irai voter à côté de quelqu'un qui est peut-être un Finnois, qui vit également à Tolède, mais qui votera dans une autre tribu. Il y a une déterritorialisation, ce qui compte, c'est le sang et la langue. Et donc là, on a jusqu'au bout ce type de logique qui est poussé, pas dans tous ces mouvements. Il y en a qui sont évidemment sur des visions beaucoup plus modérées d'Europe des régions fédérales sur une base administrative classique, mais qui va pouvoir pousser jusque-là. Qu'on aille chez certains souverainistes aller chercher ces groupes comme étant quelque chose sur lequel on devrait parier justement dans un objectif de dénonciation de l'Union européenne. Je peux le comprendre d'un point de vue théorique avec une facilité d'analyse qui est celle que j'évoquais, méchant fonctionnaire jacobin du 19e égale technocrate du 21e, mais c'est un manque de travail et c'est extrêmement dangereux parce que, encore une fois, ces groupes, eux, ont très très bien identifié la cible. La cible, c'est la République, c'est la France, c'est la nation, et donc, in fine, c'est tout ce pourquoi, normalement, en tant que souverainiste, on se bat et on est attaché. Dis-moi, Benjamin, en t'écoutant et en te lisant, je me disais, il y a quand même une énorme différence entre ce qu'on a observé en Italie et en Espagne, notamment en Italie avec la Ligue du Nord, en Espagne, évidemment, avec les Catalans, par rapport à ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'en Italie et en Espagne, il y a une dimension fiscale et financière de volonté de ne pas redistribuer les richesses en partant du principe que ce sont deux régions, la Catalogne et puis le nord de l'Italie, qui sont des régions très riches par rapport aux autres régions de ces pays-là. Et cette dimension-là qu'on va qualifier d'égoïsme fiscal ou d'égoïsme économique, on ne les retrouve pas tellement en France. Peut-être parce qu'en France, la région la plus riche, c'est l'Île-de-France, et quelle est l'expression du centralisme à la française. Mais il n'y a pas cette dimension-là. Et du coup, est-ce qu'il y a vraiment un risque, compte tenu du fait qu'il n'y a pas cette dimension-là de l'intérêt de l'argent, est-ce qu'il y a vraiment un risque de fédéralisation du pays, de casser l'unité de la République en France? Alors, je te reprends sur un point, ce n'est pas un risque de fédéralisation, c'est-à-dire que tu peux avoir je ne suis pas fédéraliste, mais tu peux avoir des modèles fédéralistes stables. L'Allemagne en est un exemple, c'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a les pouvoirs de la fédération, les pouvoirs des Länder, et entre les deux, Karlsruhe qui distribue les compétences. C'est un modèle dont on peut se garder ou qu'on peut valoriser, mais c'est un modèle stable. Le vrai danger, ce n'est pas le fédéralisme. On pourrait discuter sur les dangers du modèle fédéral en termes d'égalité territoriale, etc. Mais le vrai danger, ce n'est pas le fédéralisme. C'est vraiment cette décentralisation asymétrique, cette différenciation territoriale qui crée ce jeu-là, qui va être un jeu de conjugaison entre identité, statut, compétences. Et c'est là-dedans qu'on rentre. Ensuite, c'est en effet un point qui différencie certains régionalismes, qui vont faire qu'il va y avoir un point de blocage qui va être un point de blocage précoce. Grosso modo, pourquoi est-ce que nos amis britanniques, espagnols, c'est un peu différent, mais ou italiens vont se lancer relativement tôt dans ce jeu de décentralisation asymétrique? Parce qu'à l'origine, ça reste stable, ou en tout cas, il y a un point de blocage assez précoce avec les régions pauvres. Grosso modo, il y a un moment
où je ne peux plus assumer mes revendications. C'est un peu ce qui rend aujourd'hui la situation. Simeoni arrive à Paris en disant « je veux l'autonomie ». Darmanin se gosse un petit peu et lui dit « chiche, c'est quoi l'autonomie ?» L'autonomie, c'est l'autonomie fiscale. Oui, d'accord, mais bon, la région, la Corse, c'est après la crise de 2008, la seule région en difficulté dans toute l'Europe qui n'a pas vu son taux de chômage exploser ni son PIB s'effondrer parce qu'il y avait l'État, donc chiche, allons-y, l'autonomie. Et là, évidemment, et je veux le statut du résident. Oui, mais le statut du résident, ça implique de sortir de l'Union européenne, donc c'est un petit peu contradictoire. Et du coup, où vont aller les fonds du FEDER, etc. Donc évidemment, il y a le drapeau corse et le drapeau européen derrière Gilles Simeoni, ça fait un peu désordre. Donc en réalité, sur ces régions-là, il y a un point de blocage relativement précoce. Ensuite, ce n'est pas tant l'égoïsme fiscal qui va jouer les autres. Ce qui va jouer, c'est la possibilité de mener ou pas le projet d'un point de vue économique. Ce qui fait qu'il y a une différence entre certaines régions qui vont être en difficulté et la Catalogne, la France ou l'Écosse, c'est que la Catalogne, la Flandre ou l'Écosse ont les moyens de sortir de l'Espagne, de la Grande-Bretagne ou de la Belgique. Et aujourd'hui, le Pays basque français, branché sur le Pays basque espagnol, on pourrait revenir sur pourquoi, mais est devenu, avec les phénomènes qu'on a identifiés, une vraie collectivité prédatrice en Espagne, hein, qui a évidé le tissu économique des régions voisines, est une collectivité qui va plutôt bien, idem pour la Bretagne, idem pour l'Alsace. Donc là, il y a un risque que le point de blocage soit beaucoup, beaucoup plus tardif. Et ces phénomènes d'égoïsme territoriaux, ils sont moins dissibles en France, mais ils existent. Hein. Si tu regardes par exemple le message de Frédéric Bierry sur le référendum consultation, qui n'était pas vraiment un référendum étant donné que ne venaient voter que les partisans dans une consultation qui n'avait rien d'officiel, mais Frédéric Bierry dit voilà, l'un des objectifs de la collectivité européenne d'Alsace, c'est que l'impôt des Alsaciens reste en Alsace et permettre de financer des projets alsaciens. Regarde ce qui est très intéressant, la question justement du statut du résident en Bretagne. Grand cheval de bataille de l'Union démocratique bretonne. Le méchant parisien ne doit pas acheter des appartements en Bretagne parce qu'il fait augmenter les prix de l'immobilier. Alors soyons clairs, la question des prix de l'immobilier, de la répartition du parc immobilier, c'est à mon avis l'un des gros sujets économiques totalement sous-traités et qui mériterait que réellement, aujourd'hui, on ait une réflexion et des politiques publiques adéquates. Et l'idée que, grosso modo, on taxe les héritiers et c'est pas bien, c'est méchant, etc., est une idée aujourd'hui qui est une idée commune qui est fondamentalement problématique parce que justement, on a un problème de concentration du patrimoine immobilier et ça explique certains problèmes en termes de pouvoir d'achat. Mais passons, c'est un problème national, c'est pas un problème breton. Et quand tu regardes qui achète des appartements ou des maisons sur la côte en Bretagne, les gens ils viennent de Rennes ou de Nantes. Hein. On peut discuter, Nantes est-elle en Bretagne ou pas, mais dans la perspective qui est celle de l'Union démocratique bretonne, il n'y a pas de débat. Donc, si jamais tu interdis aux Parisiens d'acheter des maisons sur la côte, ça n'a absolument aucun impact. C'est très marginal, je crois que c'est 15%. Donc là, on est dans la pure idéologie et dans l'égoïsme territorial. Il y a eux et il y a nous. Et le « eux » ne peut pas acheter parce que justement, on est dans une logique qui est une logique où seul le « nous » peut acheter. Qu'importe que ce soit efficace ou qu'importe que ça ne le soit pas, l'important, c'est justement de rompre de les solidarités et de rompre ensuite l'égalité et je dirais la capacité à faire partie, à se sentir faire partie d'une même communauté politique. Je relais une question de Simon Jols, enfin une remarque de Simon Jols. Où en est la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne dans le cadre de ta... parce que c'est une revendication très ancienne des régionalistes. En plus, en tant que Nantais, j'ai de bons souvenirs de la fin des années 70 sur le sujet, où c'était totalement minoritaire. Et aujourd'hui, ça semble beaucoup plus important. Alors, ça semble important. Alors, la plupart des habitants de Loire-Atlantique s'en moquent un petit peu, hein. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans une période où tu as une forte abstention et où ce type de levier va pouvoir être extrêmement mobilisateur, avec qui plus est, notamment avec des associations qui sont structurées, des associations comme à la Bretonne ces dernières années, qui vont avoir très peu de militants, mais une vraie capacité à organiser des campagnes, à structurer ces campagnes d'un point de vue médiatique et du coup à jouer sur des leviers de pression sur la majorité de Johanna Rolland,
notamment au niveau du département également, hein, ces dernières années, il y a une revendication qui est beaucoup plus visible, qui est beaucoup plus audible, même si elle n'embrasse pas de larges segments de la population. Il y a eu une demande de référendum via une pétition qui a été menée il y a 2 ans, je crois, hein, qui n'a pas abouti parce que le département de Loire-Atlantique n'a pas choisi de la faire aboutir. Donc là, il y a une situation qui est une situation aujourd'hui de blocage relatif d'un point de vue politique, mais en revanche qui n'empêche pas qu'il y ait une montée de la revendication d'un point de vue social. Après, le gros sujet, si tu veux, on parlait tout à l'heure des différents types de régionalisme. D'un point de vue économique, tu enlèves les Pays de la Loire, tu enlèves la Loire-Atlantique des Pays de la Loire, la région est fondamentalement affaiblie. Tu rajoutes les Pays de la Loire en Bretagne, tu crées une concurrence, t'entraînes. Donc, du point de vue strictement géographique, économique, aménagement du territoire, le rattachement pose problème à une autre région et à l'État. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grand complot parisien pour ne pas rattacher le département, mais ça crée ensuite un jeu de quilles qui devient assez problématique. Il y a Louisa également. Oui, il y a Louisa également qui pose une question, enfin, qui fait une remarque. Elle nous dit que dans son œuvre, l'écrivain Jérôme Ferrari a beaucoup exploré le lien entre l'engagement nationaliste de la jeunesse corse et la détresse existentielle d'une génération vouée à l'ennui, au chômage et à l'exiguïté d'une société insulaire et qui se cherche une forme moderne de transcendance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est en partie ça, c'est-à-dire que c'est une forme de… Tout à l'heure, je parlais de postmodernisme, et donc il y a ça, il y a la volonté de se chercher une identité, notamment face à des désaffiliations identitaires et à des situations économiques, sociales et politiques qui peuvent être problématiques. Après, il faut voir que quand même la Corse est particulier, hein. C'est-à-dire que vous avez… si tu vas faire tes études en Corse, déjà, tu vas être bercé par des syndicats lycéens qui sont tous nationaux. Ensuite, tu vas aller à l'université de Corté, où tous les syndicats sont non seulement nationaux, mais même indépendantistes. Et tu vas faire tes études à l'amphithéâtre Aquaviva, qui est le nom d'un plastiqueur du FLNC. Une fois que tu sors de l'université de Corté, soit tu as une capacité critique et de résistance, je dirais, extrêmement forte au logiciel qui t'a été vendu depuis la petite enfance, soit tu es devenu totalement converti à cette idéologie. Ce qui pose le problème aux nations eux-mêmes, hein, c'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 1 an, en février, lors des manifestations en hommage à Yvan Colonna, c'est qu'on a vu un Gilles Simeoni totalement dépassé par sa base, des jeunes qui ont été formés par les nations dans une idéologie radicale pro-nation et qui sont devenus beaucoup plus radicaux que leurs aînés. Fait que lorsque leurs aînés tentent de négocier avec l'État des trucs, mais ils ne peuvent pas non plus trop demander, ne serait-ce que parce que, souvenez-vous ce que je disais sur le droit du résident tout à l'heure, eux-mêmes savent que toutes leurs revendications ne sont pas souhaitables. Sur le papier, ils les avancent, mais ils savent qu'elles ne peuvent pas aboutir et que la pire des choses qui pourraient leur arriver, ce serait qu'elles aboutissent. Seulement, quand vous avez une armée de jeunes chauffés à blanc dans cette idéologie-là qui vous dit négociation tout de suite et vie vivant, ça devient compliqué. Il est arrivé la même chose aux nationalistes catalans de droite, hein. Il y a quelques années, ils ont eu des marées de jeunes qu'ils avaient formés, leur demander de devenir indépendantistes, alors qu'eux étaient plutôt autonomistes et étaient en train de négocier avec Madrid. Ils ont été obligés de se ranger, de s'aligner sur la jeunesse radicale qu'ils avaient formée. Et c'est ce qui se passe actuellement en grande partie en Corse. Catherine, peut-être une dernière question sur le sujet du régionalisme, et puis, parce que finalement, le temps passe. Hein. Oui, absolument, et c'est tout à fait intéressant. Donc, on voit bien à ma question, comment on arrête cette spirale, il y a une partie de la réponse qui est déjà, on arrête de jouer avec le feu, avec les mesures de décentralisation, en particulier spécifiques, avec les statuts particuliers, etc., etc. Donc, on arrête de mettre des pièces dans la machine d'un différentialisme précis. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas aussi quelque chose à chercher du côté de l'impuissance de l'État? Alors moi, je ramènerais cette impuissance. Il y a beaucoup d'aspects de l'impuissance de l'État. On pourrait revenir sur le carcan bruxellois, etc. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, sur lequel je voudrais votre sentiment, c'est celui en fait, de l'impuissance économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez esquissé sur la question du patrimoine, qui est une question absolument essentielle. Hein. Léon Blum disait déjà que
il fallait absolument taxer le patrimoine, l'héritage de façon, parce que c'était la première source d'inégalité. Et je vous ai entendu dans une interview balayer un peu de la main le poids de Bernard Arnault et des ultra-riches. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que l'impuissance de l'État français tient aussi beaucoup au fait qu'il n'a plus les moyens d'eux, et que plus les moyens d'eux font, et aussi plus les moyens d'entretenir l'éducation, plus les moyens d'entretenir le service public, plus les moyens d'entretenir l'égalité des territoires. Et que ce pays, quand même, ce qui en fait le cœur, c'est la notion de l'égalité. Hein. Moi, elle est au cœur de notre devise et je pense qu'elle est au cœur de l'identité française. Et par conséquent, quand l'État n'a plus les moyens de soutenir une égalité entre les citoyens, eh bien, il donne le flanc à tous les particularismes. Donc, j'aurais aimé avoir votre avis sur cette question-là. Peut-être un peu marxisante, mais vous m'excuserez, je suis la branche. Non, mais on est absolument d'accord là-dessus. Il n'y a pas une nuance que j'apporterai à ce que vous disiez, si ce n'est peut-être qu'il n'en a pas les moyens. Fondamentalement, si, il en a les moyens. La question, c'est où est-ce que vous les trouvez, les moyens? On est en train de remplir le taureau des Danaïdes du marché européen de l'électricité. C'est de l'argent qu'on peut mettre ailleurs, entre guillemets, si jamais on avait un peu moins d'idéologie. Idem sur les taux d'intérêt variables. Bref, voilà. Alors, je ne dis pas que l'argent est levable de manière facile et que tout va bien, mais il y a des postes d'économie aujourd'hui singulièrement inutiles qui pourraient être repensés. Après, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas m'aventurer plus avant sur ce terrain. Il y a également des sujets institutionnels. Hein. Prenez par exemple la question de l'aménagement du territoire. Il y a des organisations justement crypto-marxistes qui ont travaillé sur ce sujet, qui s'appellent le FMI et l'OCDE. Le FMI et l'OCDE disent que la décentralisation, ça produit de l'inégalité. Hein. Rapport du FMI de 2014, rapport de l'OCDE de 2016. La décentralisation, c'est pas mal, c'est pas bien, ça produit de l'inégalité, c'est tout. Il y a deux façons d'éviter que ça produise trop d'inégalité. D'abord, la péréquation. La péréquation, ça implique que les territoires riches payent pour les territoires pauvres. Le problème, c'est que les poumons économiques, si vous avez une perspective de concurrence entre les territoires, c'est les métropoles. Donc, si vous allez chercher trop d'argent dans les métropoles, vous les affaiblissez dans la compétition mondiale. Donc, ce faisant, il faut faire la péréquation, il ne faut pas trop en faire. De l'autre côté, c'est l'aménagement du territoire. C'est la première chose qu'on a donnée aux régions. Qu'ont fait les régions? Je vous renvoie notamment à un papier d'Estée Weber en 2005 qui montrait que les régions se sont comportées comme des mini-États-nations en concurrence. Elles ont dit « Ah, moi aussi, je vais produire ça. Et attention, moi, la région Aquitaine, je vais plumer le Poitou-Charentes et je vais faire exactement la même chose que le Poitou-Charentes. » Eh ben, les régions ont mené des politiques qui ont fait que toutes les régions ont été perdantes. Et l'État, plutôt que de jouer le grand égalisateur, a laissé le truc et a fait que non seulement ces politiques d'aménagement du territoire n'ont pas permis de réduire les inégalités comme elles l'auraient dû, mais qu'en plus, leur utilisation était totalement contre-productive de la part des différents acteurs locaux. Donc, il y a, je dirais, des facteurs qui vont être des facteurs structuraux. Si jamais on veut arriver à maintenir des grands services publics, il faut évidemment trouver de l'argent, etc. Mais dans l'organisation au niveau de la performance de ces politiques publiques, il faut éviter d'introduire des acteurs ou de mal décentraliser certaines compétences qui vont être exercées de manière dysfonctionnelle dès lors qu'elles conduisent des acteurs locaux à se faire concurrence. Donc là, il y a eu beaucoup d'idéologie également. Et c'est très, très difficile de rétropédaler en la matière parce qu'en fait, dès le moment où vous recentralisez certaines compétences, vous les réorganisez différemment, comme il y a un effet cliquet, vous avez une volée de bois vert de la part des acteurs locaux. Regardez l'apprentissage. Il était rationnel de le recentraliser et ça donne plutôt de bons résultats. Mais évidemment, grande fronde parce que dire aux régions que ce n'était pas forcément pertinent pour elles de l'exercer et qu'elles faisaient des bêtises, c'est quelque chose qui n'est pas réellement entendable. Donc là, il y a en effet des sujets qui sont des sujets structurels. Bon, Benjamin, écoute, d'abord, on te félicite d'avoir écrit ce bouquin qui va t'empêcher d'aller passer des vacances en Corse, en Bretagne, au Pays Basque, éventuellement en Alsace. Avec des lunettes et donc, il te reste, je crois que tu es auvergnat d'origine, donc les volcans éteints sont une bonne destination pour toi. Parce qu'ailleurs, les volcans sont un peu… On voulait être… David avait une question. Auvergnat aussi quand même, mais ils sont très folkloriques.
C'était un peu comme en Franche-Comté, en fait. Voilà. C'est ça. Comme tu es un excellent constitutionnaliste, on voulait aussi parler rapidement de faudrait qu'on y revienne d'ailleurs, qu'on fasse peut-être une autre émission dessus, mais on voulait parler aussi des esquisses de projets constitutionnels d'Emmanuel Macron. Et David voulait t'interpeller sur la question. Enfin, tu n'as pas besoin d'être interpellé, mais en tout cas t'interroger sur la question. Ah oui, donc effectivement, on a effectivement depuis quelques jours, depuis quelques semaines, des articles sur la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron. Et donc, visiblement, ça part un peu dans tous les sens. On entend des bruits selon lesquels Emmanuel Macron voudrait faire la peau des grandes régions. Qui avait été faite par son prédécesseur. Et d'ailleurs, je crois qu'il était à l'époque au secrétariat général de l'Élysée. Donc, c'est effectivement ces grandes régions qui ont été construites avec l'axiome Big is beautiful. Donc, on était censé imiter l'Allemagne, alors que finalement, quand on regardait bien les régions françaises, quand elles étaient 22 en moyenne, n'étaient pas plus petites que celles que des Landes allemands. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des régions qui sont tellement grandes qu'elles sont presque ingouvernables et qu'elles coûtent encore plus cher, alors que nous avait promis des économies d'échelle. Enfin, moi, je vois Bourgogne-Franche-Comté, pour moi, une région qui va de Saint-Claude, c'est-à-dire presque de Genève, jusqu'à Sens, c'est-à-dire aux portes de Paris, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, on pourrait dire la même chose pour Auvergne-Rhône-Alpes, où on va de Saint-Flour à Thonon, et la Nouvelle-Aquitaine, qui, je crois, va de Parthenay à Anglet. Enfin, c'est assez ridicule. Alors, moi, en lisant ton livre, j'ai eu l'impression que finalement, la loi NOTRe, c'était quand même moins dangereux. Tu protèges la région Grand Est contre les velléités alsaciennes de revenir à l'Alsace. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu sais des projets d'Emmanuel Macron en matière institutionnelle? Et est-ce que tu peux justement nous clarifier un petit peu ta position par rapport à la loi NOTRe et aux très grandes régions? Alors, la loi NOTRe a été une idiotie, hein, mais une idiotie assez magistrale en réalité. C'est-à-dire on arrive avec une grande Aquitaine qui a la taille de l'Autriche, qui est un État fédéral. Donc, je veux dire, comment est-ce qu'on peut penser qu'on va gagner en termes de démocratie en construisant des monstres pareils qui ont la taille d'un État européen? Je veux dire, administrer le Cantal depuis Paris, ce n'est pas moins démocratique que l'administrer depuis Lyon. Donc, l'apport démocratique, c'est quoi la décentralisation? La décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est profitable du point de vue de l'efficacité? C'est des débats qu'on peut avoir, mais le principe de la décentralisation, c'est la démocratisation des politiques publiques. La loi NOTRe, dans cet objectif-là, est tout bêtement à contre-emploi. Donc, ce faisant, d'ailleurs, pas que la loi NOTRe, hein, beaucoup de lois de décentralisation depuis au moins à peu près le début des années 2000, qui en fait complexifient, tentent d'établir, en fait, sont faites par des élus pour des élus, et donc ce faisant, oublient totalement l'enjeu et deviennent des lois plutôt corporatistes qu'autre chose. Donc là, la loi NOTRe est absurde, utilisée pour l'Alsace, plus ambiguë sur la question alsacienne, c'est-à-dire que pour moi, le vrai problème en Alsace, c'est la collectivité à statut particulier. Et donc là, ce qu'on a fait, la collectivité européenne d'Alsace. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait une collectivité à statut particulier? Parce qu'un matin, François Hollande s'est dit que la meilleure idée qu'il pouvait avoir, c'était de faire le Grand Est, et donc de supprimer la région Alsace. Une région Alsace se justifie. Il n'y a pas de problème avec une région Alsace, avec 2 départements. Bref, à la position pré-loi NOTRe. Et si on en était resté là, et si on avait dit non aux velléités de fusion des départements et de la région en Alsace, auxquels les exécutifs s'étaient tentés, hein, il y a eu un référendum en 2013, ça n'a pas abouti. Donc, si on en était resté là, non, au contraire. Et dans mes rêves les plus fous, je rêverais qu'on retrouve une région Alsace, mode pré-loi NOTRe. Donc, voilà un petit peu pour ma position. Là, Macron vise à défaire peut-être ce qui a été fait. Le problème, c'est que faire une bêtise, c'est une chose. Revenir sur une bêtise, c'est plus compliqué en termes de fusion des services, en termes de coûts, etc.
Donc, est-ce qu'il serait opportun de rétropédaler? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Ce dont je suis certain, par contre, c'est que si on rétropédale, regarde par exemple le cas du département, qui n'a pas bougé quasiment depuis la Révolution, sauf à quelques endroits. L'important, c'est que ça reste stable. Il faut arrêter de redécouper, de redépenser. D'ailleurs, idem pour les compétences. Si on veut que la décentralisation et que les collectivités territoriales représentent vraiment des apports démocratiques, il faut que, du point de vue des cadres et des compétences, ça reste stable. Et quand je dis stable, ce n'est pas pendant 3 ans, parce qu'on a une loi de décentralisation en moyenne tous les 3 ans. C'est pendant plusieurs décennies, voire un siècle. Le temps que, eh bien justement, il y ait des habitus démocratiques qui se créent. Ça implique que les élus locaux se calment et arrêtent de demander une nouvelle loi, un nouvel acte 3 de la décentralisation tous les 2 ans. Et l'acte 3 de la décentralisation, chaque loi qui arrive, on dit que c'est l'acte 3. Une forme de bégaiement sur l'acte 3 m'apparaît assez comique. La loi NOTE, c'était l'acte 3 aussi, comme la loi 3DS. Donc, on est là face à quelque chose, encore une fois, corporatiste par les élus pour les élus, c'est le citoyen qui perd. Sur les velléités de réforme institutionnelle. Il faut bien différencier réforme constitutionnelle et réforme institutionnelle. Il n'y a probablement, depuis 1962, jamais eu de contexte plus improbable pour une révision constitutionnelle. Tu as une majorité au Sénat opposée à la majorité de l'Assemblée nationale, qui dispose elle-même d'une majorité relative très clivée entre elles, entre Modem, Horizon et les différentes tendances de renaissance, et une opposition en face, qui est une opposition qu'on va qualifier de musclée. Au milieu, tu as LR, mais LR qui aujourd'hui est fondamentalement déstructuré entre la ligne Retailleau, la ligne Larcher, la ligne Ciotti, la ligne Pradier, arriver à faire voter tout ce petit monde pour une révision constitutionnelle, dont je rappelle que pour arriver au bout, il faut qu'elle ait l'aval du Sénat, l'aval de l'Assemblée, puis ensuite les 3/5 au Congrès. Ça m'apparaît très improbable. Souviens-toi, Sarkozy 2008, grande réforme constitutionnelle, on change la moitié des articles, ça passe à une voix près, alors qu'il a un groupe pléthorique avec la majorité absolue à l'Assemblée et le soutien du Sénat. Donc là, je vois mal la révision constitutionnelle arriver au bout. Donc on envoie plein de trucs, plein de signaux, on dit débattez, ça permet de cliver les partis entre eux et ça permet de faire de la mousse du point de vue de la communication politique, ça permet de dire, regardez, moi je ne suis pas dans les retraites, je suis dans l'après, et vous savez, le marché européen de l'électricité, l'inflation, moi je pense à des grandes choses et je vais vous faire un débat d'institutions. Donc, en matière de révision constitutionnelle, je vois mal où ça peut aller. Évidemment, là, il ouvre tout, donc vous allez avoir l'AFI qui va dire « Oui, moi je vais introduire le référendum révocatoire », LR qui va dire « Oui, on va rétablir le septennat », l'AFI ne votera jamais le septennat et le référendum révocatoire ne va pas être voté par LR. Donc, c'est une sorte de foire aux idées, tout le monde peut être d'accord sur le principe, tout le monde veut réviser les institutions, moi le premier, mais en même temps, quelle version finale, je ne pense pas que ce soit évident. En revanche, il y a des choses qui passent par loi ordinaire. Et si Emmanuel Macron veut donner le sentiment d'avoir fait quelque chose en la matière, sachant bien que la révision constitutionnelle est très improbable, eh bien, il peut y avoir des choses qui passent par loi ordinaire. Et il y a 2 grandes choses qui passent par loi ordinaire, c'est-à-dire sans changer la Constitution. Le mode de scrutin. Et là, la proportionnelle intégrale, si c'est pour la laisser à Édouard Philippe, il sera content de la faire. Soyons clairs, je suis favorable à la proportionnelle. Mais ce n'est pas évidemment le mode de scrutin dont rêve un président de la République qui veut derrière lui une majorité pléthorique et au garde à vous. Donc là, il peut le faire passer, ça n'engage que ses successeurs. Et de l'autre côté, la décentralisation. Parce que là, le découpage des régions, le grand gloubi-boulga et le redispatchage des compétences, potentiellement les collectivités à statut particulier. Alors les Corses vont se faire peut-être un petit peu entuber parce qu'eux, il faut une révision de la Constitution, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs en Macronie. Et donc, en revanche, pour l'Alsace, la Bretagne, etc., là, il y a des choses qui peuvent passer par loi ordinaire. Donc, on risque d'avoir, in fine, un texte constitutionnel qui ne va pas très loin, une loi de décentralisation qui, pour les raisons qu'on a évoquées, paraît fondamentalement, essentiellement inquiétante, parce qu'au-delà du redécoupage des régions, eh ben, il y a cette prime, cette forme. J'ai un collègue de Nantes, Bertrand Faure, qui appelle ça une forme de néo-féodalisme. Parce qu'en fait, on va donner des privilèges à la fois au regard d'identités qui vont être des identités affirmées. Les Alsaciens veulent une collectivité à statut particulier, donc je leur donne, mais on va également donner des privilèges à des barons locaux qui vont être des barons proches de la majorité.
Renaud Muselier est gentil avec moi, je vais lui donner des compétences supplémentaires. Jean Rotner est méchant à ce moment-là parce qu'il veut voter pour Valérie Pécresse. J'envoie Castex à Strasbourg allumer le feu en Alsace et je lui explique que le Grand Est, peut-être pas. Donc, j'ai ce jeu-là de différenciation qui va permettre de rattacher des élus, de fragiliser les élus qui m'embêtent. Pensez à Laurent Wauquiez ou à Carole Delga. Et au contraire, d'en rattacher d'autres. Donc, ce jeu-là, qui est un jeu qui va être marqué de l'étendard de la démocratie, mais qui est fondamentalement cynique, est également un jeu dangereux. Donc, voilà un petit peu à ce stade-là, selon moi, ce vers quoi on va. Ah oui. Oui, donc si je résume ton propos, c'est la réforme constitutionnelle, c'est un peu une diversion politique et en même temps un outil pour diviser les adversaires et pour essayer de conserver une relative stabilité jusqu'à la fin du quinquennat. Si je résume grossièrement ton propos. Tu divises les adversaires et tu vas chercher quelques élus. Et de toute façon, ça occupera le débat public. Catherine voulait te parler de la réforme des retraites. David avait une remarque avant. Juste avant qu'on passe aux retraites, il y a aussi des bruits qui couraient, alors, selon lesquels la réforme institutionnelle d'Emmanuel Macron avec le septennat permettrait peut-être de lui permettre de se représenter et qu'il pourrait jouer ce jeu-là. Est-ce que tu penses que cette hypothèse crédible? Non, moi j'y crois assez peu, tout bêtement, parce que, alors, d'où ça vient ce machin? Ça vient en fait d'un, je ne vais pas être trop technique, mais d'un arrêt du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'est pas le Conseil constitutionnel, donc déjà il peut y avoir des divergences d'interprétation sur la possibilité du président de Polynésie française de se représenter. Or, il faut voir que dans la loi organique, je crois, relative à la Polynésie française, il est inscrit que c'est 2 mandats successifs de 5 ans. Et donc, comme il n'avait pas fait son premier mandat, eh bien, il y avait, désolé, les chats sont les grandes stars du confinement, et donc du coup, lorsque ils ont de nouvelles visios, ils me font ça également sur chaque cours, ils veulent retrouver ce grand moment de gloire qui était le leur. Donc, il y a, dans la loi organique relative à la Polynésie, il y a vraiment 2 mandats de 5 ans. Et donc, quand on accepte que le président se représente une 3e fois en Polynésie, c'est parce qu'il y a 2 mandats de 5 ans. Donc là, Emmanuel Macron qui démissionnerait aujourd'hui, qui se représenterait derrière, ça impliquerait qu'on ait ça. Or, dans la Constitution, il est marqué 2 mandats successifs. Alors, on n'est pas à l'abri d'une interprétation tarabiscotée du Conseil constitutionnel, mais a priori, ça me semble peu probable. Même si là, il n'y a pas de vérité, il n'y a que de l'interprétation et on n'a pas de jurisprudence. Ensuite, si jamais il y a modification de la Constitution pour faire sauter le verrou introduit en 2008 de 2 mandats successifs, voilà, on peut tout imaginer. C'est-à-dire que une fois, il y a un journaliste qui m'a demandé qu'est-ce qu'on peut mettre dans la Constitution, est-ce qu'on peut tout mettre? Je lui ai dit, si vous voulez interdire la pizza à l'ananas, ce qui sera un crime parce que j'aime ça, dans la Constitution, c'est possible de le faire. On peut tout mettre dans la Constitution, y compris que le ciel est vert et que la terre est rose bonbon. Ensuite, à voir en quoi c'est effectif. Mais en soi, c'est possible. Donc, si vous voulez décréter que Emmanuel Macron est président à vie, que le mandat est de 7 ans et que c'est 30 septennats consécutifs qui sont possibles, c'est possible. Encore faut-il qu'il y ait une majorité pour le voter. Actuellement, je ne vois pas qui, d'ailleurs, au sein même de la majorité, qui voterait ça. Toutes les oppositions y verraient évidemment un Macron 2027 qu'elles veulent à tout prix éviter, notamment LR qui souhaite récupérer son électorat de centre-droit. Et au sein même de la majorité, je vois mal les pro-Philippe et les pro-Bayrou voter le truc. Donc très clairement, il n'y aurait pas 5e au Congrès. Donc là, quand bien même on arrive au bout d'une révision constitutionnelle, je pense que ça relève... peut-être que dans certains rêves d'Emmanuel Macron, ça se passe, mais je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait être traduit en réalité. D'accord, Benjamin. Bon, mais alors, Catherine, sur la réforme des retraites, puisqu'on on approche du terme de notre petite émission, Catherine, peut-être qu'on peut parler un peu réforme des retraites, qui a une dimension constitutionnelle non négligeable dans la discussion. Oui, alors la citoyenne de base que je suis se dit que quand même qu'un gouvernement ose mettre une réforme aussi importante dans un projet de loi de finances, c'est quand même au moins amoral. Anticonstitutionnel, je ne sais pas, mais au moins très, très amoral. C'est vraiment une façon extrêmement cynique de jouer la politique, mais c'est quand même la caractéristique d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir beaucoup
de rigueur sur les principes, sur quelques questions que ce soit. Il varie comme feuille au vent et il utilise tous les moyens. Mais au-delà de ça, donc la question qu'on voulait vous poser, c'était de savoir si les parlementaires qui sont opposés à cette réforme saisissent le Conseil constitutionnel, est-ce qu'ils ont une chance d'obtenir gain de cause sur tout ou partie du texte? Alors, est-ce qu'ils ont une chance? Oui. Après, c'est comme vous l'avez évoqué, en fait, c'est totalement inusité. Ça sert à quoi? Un PLFSS. Un PLFSS, ça sert à voter un budget avant le 1er janvier. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce rétro-planning d'un côté et que si jamais le 1er janvier, vous n'avez pas voté votre texte, vous pouvez l'appliquer par ordonnance parce que sinon, on ne paye plus les pensions. C'est calqué sur le modèle du PLF et il s'agit d'éviter un shutdown à la française. Donc voilà, les PLFSS rectificatifs, c'est la même idée. Vous avez un déséquilibre dans les comptes sociaux en cours d'année. Qu'est-ce que vous faites? Vous votez un truc en relative urgence parce que justement, il faut rééquilibrer rapidement vos comptes sociaux. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été construit pour faire voter une réforme des retraites. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs dangers en termes de constitutionnalité. Alors déjà, il y a le danger de la procédure parce qu'on ne sait pas exactement si vraiment ce véhicule législatif, il peut malgré tout être appliqué à une réforme des retraites. D'autant que la procédure utilisée au-delà même du véhicule législatif est, comme on pourrait dire, baroque. C'est-à-dire que si vous prenez ces techniques, mais le fait que le texte soumis au Sénat est un texte qui n'est pas le texte initialement soumis par le gouvernement, ni le texte qui sort de l'Assemblée, mais un panachage de ce que le gouvernement aurait aimé qu'on n'enlève pas, puis de ce qu'il aurait aimé qu'on rajoute, c'est, pour rester poli, totalement baroque. Et on n'a jamais fait comme ça. Donc, voilà, il y a quand même un jeu procédural qui, quant au véhicule et à la façon dont on a géré l'ensemble, est pour le moins excessivement discutable. Après, si le Conseil constitutionnel décide de censurer la procédure, ça veut dire qu'il fait tomber tout le texte. Donc, qu'il appuie sur le bouton nucléaire en disant « Non, il n'y a pas eu de réforme des retraites, on recommence ». Évidemment, est-ce que vraiment le Conseil constitutionnel oserait aller jusque-là? Laurent Fabius, dans des offres de presse, avait dit au Canard enchaîné, s'il n'y a pas de vote en première lecture, ça ne passera pas. Bon, le gouvernement a décidé de dire, donc il a sans doute eu des offres de Laurent Fabius lorsque Elisabeth Borne l'a rencontré pour dire, bon, peut-être que j'irai pas jusque-là. C'est pour ça qu'ils osent. Mais malgré tout, c'est très, très discutable. Donc ça, c'est pour le premier risque d'inconstitutionnalité. Le deuxième risque d'inconstitutionnalité, c'est, et c'était un peu le sens de l'avis du Conseil d'État, de dire, voilà, mon PLFSS, il prévoit les comptes sociaux pour l'année. Or, il y a beaucoup de trucs dans ce PLFSS qui ne vont pas fondamentalement changer les comptes sociaux pour l'année, qui sont en fait une réforme, justement, à 5 ans, 10 ans. Donc, si jamais ça n'affecte pas vraiment les comptes sociaux pour l'année, est-ce que vraiment ça peut être considéré comme étant du domaine d'un PLFSS rectificatif? Pas évident. Donc là, le Conseil constitutionnel peut s'amuser à tailler dans des choses. Surtout ensuite, il y a le gros continent de ce qu'on va appeler les cavaliers sociaux. Un PLFSS, ça vise, encore une fois, à prévoir les comptes sociaux, ce qui n'a pas d'impact clair sur les comptes sociaux et ce qu'on appelle un cavalier social. Ça ne veut pas dire qu'en soi, c'est inconstitutionnel si on l'avait mis dans un autre texte, mais ça veut dire que ça n'a rien à faire dans ce texte. Et donc, ce faisant, on coupe. C'est le cas de l'index senior. Donc, très clairement, il est quasiment certain que ça ne passe pas les fourches codines du Conseil constitutionnel. Donc, on va pouvoir en continuer à s'écharper dans les débats sur ce sujet-là. Il est très probable que ça ne passe pas. Toutes les mesures en termes de pénibilité, voire certaines mesures concernant les régimes spéciaux, tout ça peut, et pour certaines dispositions, vont tomber. Parce que si on essaye un peu de voir, si on essaye un peu de se mettre, et comme on n'a pas de jurisprudence, là, je suis purement dans la théorie, et vous allez avoir des constitutionnalistes qui vont arriver en disant « oui, c'est inconstitutionnel », qui disent « oui, c'est constitutionnel », en réalité, personne n'en sait rien. On n'a pas de jurisprudence. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce que va faire Laurent Fabius et ce que va faire le Conseil au bout du compte. En revanche, on sait qu'il y a une forme de scepticisme, parce que si jamais on acte totalement ça, ça veut dire que demain, on peut faire passer toutes les réformes sociales par PLFSS rectificatif, ce qui pose un vrai problème démocratique. Donc, en même temps, censurer tout le texte, c'est aussi problématique. Donc,
a priori, si je devais parier sur quelque chose, ce serait une forme de voie médiane. On va avoir un Conseil constitutionnel qui probablement va valider le texte sur la procédure, mais va passer à la sulfateuse tous les cavaliers sociaux qu'il peut passer, et donc va évider une grande partie du texte. Ce qui implique que le sucré très limité des 1 200 € étant déjà devenu quasiment amer après qu'on ait vu qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de sucre, ça veut dire que tous les autres aspects qui pouvaient être jugés relativement positivement dans cette réforme par les syndicats ou par les citoyens, notamment l'index senior et tout, risquent de également passer à la sulfateuse. Donc, on va avoir une réforme dans laquelle seules les mesures les plus amères arrivent à bout. Et politiquement, évidemment, pour le gouvernement, ça va être une réforme qui va quand même peser sur l'estomac. C'est certainement une volonté du gouvernement. Ils savaient peut-être que justement, ils allaient, tout ce qu'ils acceptent pour avoir les votes allait être censuré ensuite par le Conseil constitutionnel. Alors, ça serait peut-être, alors là, je n'ai pas de réponse essentielle, mais je crois sincèrement qu'il ne faut pas négliger l'amateurisme. C'est-à-dire que si jamais je me projette à leur place, quel est le but de ce véhicule législatif? Pourquoi un 47-1? Le but, c'est déjà d'éviter ce qu'on appelle le temps législatif programmé. C'est une disposition introduite en 2009, c'est un peu technique, mais grosso modo, vous mettez un cadre au débat, donc il n'y a pas d'obstruction, etc. Et ça implique, si jamais tous les groupes ne sont pas d'accord, les groupes n'ont évidemment pas tous été d'accord, un délai de 6 semaines entre le moment où vous déposez votre texte et le moment où vous l'examinez. Bon, ce délai de 6 semaines, il s'agissait de ne pas le coltiner pour éviter de faire monter la poudrière sociale. La réalité, c'est que, in fine, entre décembre et les éléments donnés du texte et le moment où on l'a réellement examiné, il y a eu plus de 6 semaines. Ils ont fait la même sottise en 2020, où Ferrand dit « attendez, moi, pas de problème, pas de temps législatif programmé, on ne va pas discuter des retraites durant la campagne municipale ». Résultat, il y a de l'obstruction massive parce qu'il est incapable de gérer le truc, et ça donne un 49 alinéa 3, on l'a oublié parce qu'il y a eu la Covid, la veille des élections municipales. Donc voilà, on a beaucoup d'amateurisme procédural en la matière. Mais Benjamin, tu parles d'amateurisme, néanmoins, pour avoir beaucoup fréquenté Matignon, il y a quelque chose qui s'appelle le SG. Le secrétaire général du gouvernement est en général un éminent juriste, et accessoirement, il y a quand même un avis du Conseil d'État dont la vocation est de souligner les risques juridiques, en particulier constitutionnels. Donc tout ce que tu nous dis, soit le secrétaire général du gouvernement, soit le Conseil d'État ont dû en faire part à un moment donné à l'exécutif. On regarde justement l'avis du Conseil d'État, qui normalement n'est pas public, mais là a été révélé par Jérôme Gage. Il est un peu au vitriol sur tous les sujets de procédure. Donc en fait, il y a eu cette idée, je crois que de toute façon, ça allait passer. Et il y a une façon de forcer la procédure avec cette idée que de toute façon, ça va passer. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur comment est-ce qu'on passe le texte de l'Assemblée ou du Sénat, on peut dire la même chose de leur premier usage du 49 alinéa 3, où d'usage, il était convenu qu'on ne revenait pas sur des dispositions déjà votées, etc. Ils s'en fichent, ils reprennent tout. Et là, c'est un peu, j'ai l'impression, ce qui se passe, c'est-à-dire que on a été assez étonné par justement la sortie de Laurent Fabius dans le Canard enchaîné. Parce qu'en fait, quand on a vu, je parle de nous au sens des publicistes, des constitutionnalistes, etc., quand on a vu qu'il utilisait le 49-1, moi je me suis dit, et j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit la même chose, c'est cynique, mais c'est malin. Et s'ils ont l'aval du Conseil constitutionnel, c'est cynique, mais c'est malin. Et ça passe. Voilà. Mais quand on a vu qu'il n'avait pas consulté visiblement le Conseil constitutionnel et qu'on a eu quelques échos comme quoi ça a renaclé au Conseil d'État, on s'est dit c'est cynique et c'est très bête. Parce que du coup, ça va impliquer soit que tout le texte va être ramassé, soit qu'au moins il y aura une volonté de marquer que non, ça ne se fait pas. Et donc, ils se sont mis quand même dans quelque chose qui, en soi, est fondamentalement problématique et était très risqué, alors que s'ils faisaient un texte ordinaire, une loi ordinaire en utilisant le temps législatif programmé, ils n'avaient pas de problème d'obstruction. Ils ne fragilisaient pas leur réforme, ils avaient quand même un vote final. Si jamais ce qui leur faisait peur, c'était l'usage du 49 alinéa 3, parce qu'il fallait garder un 49 alinéa 3
Pour la loi immigration, oui. Je veux dire, c'est un texte par session. Il y a les sessions extraordinaires et les sessions extraordinaires. La date de mon 49 alinéa 3, c'est quoi? Là aussi, je rentre dans la technique, mais ce n'est pas le moment où il est prononcé, c'est le moment où il est débattu en Conseil des ministres. Il y a un 49 alinéa 3 par session extraordinaire. Tu mets tes 49 alinéa 3 durant les sessions extraordinaires de l'été, qui n'ont pas souhaité convoquer parce que finalement pas besoin, mais tu peux mitrailler en 49 alinéa 3. Le truc un peu mieux prévu, ils savaient qu'ils avaient une réforme faite en amont, ils ont débatté en Conseil des ministres, ils prononçaient le mot 49 alinéa 3, c'était pris par le SGG, ils ne grillaient pas de 49 alinéa 3 sur un projet de loi ordinaire. Donc si ça avait été un tantinet mieux prévu dès le mois de septembre, en fait, ils arrivaient au même but, sans fragiliser leur réforme, sans cavaliers sociaux et sans toutes les polémiques qui vont arriver. Donc là, en effet, on a un terrorisme. Il y a Simon qui nous pose une autre question. Peut-on avoir confiance dans le Conseil constitutionnel pour se comporter en juriste et pas en politique au vu de sa composition? Alors, moi, j'ai fait un article il y a quelques années sur les archives du Conseil constitutionnel depuis 58 jusqu'en 93, parce que je crois que c'était l'époque où on ne publiait plus les archives à ce moment-là pour la raison de loi de 25 ans. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, c'est pas ce que disent les archives. Grosso modo, on n'a pas de la gauche ou de la droite au Conseil constitutionnel. En fait, il y a une domination du président et du secrétaire général. Et puis surtout, ce à quoi on assiste, c'est à une volonté de poser l'institution et de l'imposer dès lors que c'est possible. Je m'explique, par exemple, si tu prends les archives de la loi Veil, de la censure de la loi Veil, c'est intéressant parce qu'en réalité, les membres du Conseil constitutionnel sont plutôt anti-avortement. Ils valident parce qu'ils savent que sinon, ils vont se prendre une volée de bois vert. Et comme ils n'ont pas envie de valider, c'est un peu technique, mais ils vont dire, en fait, on n'est pas compétent parce que c'est des normes internationales. On a l'un des principes de base de notre droit constitutionnel qui est lié en fait à des membres qui n'ont pas envie de se mouiller. Ils n'ont pas envie de dire oui, ils n'ont pas envie de dire non, donc ils ne disent rien. Donc, on a beaucoup, en réalité, ce type d'action au sein du Conseil constitutionnel. Il y a des études statistiques qui ont été faites par un collègue qui montrent qu'il y a un quota de censure au Conseil constitutionnel. À partir d'un certain nombre de censures, il dit je ne peux plus trop censurer parce que voilà, ce n'est pas mon rôle d'aller plus loin. On sait également que quand le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement sont d'accord, il y a très peu de chances qu'il y ait une censure. Alors que quand il y a des divisions entre les différents organes ou que l'opinion est vent debout contre une réforme, la possibilité de censure est beaucoup plus grande. Donc, il y a des raisons juridiques, attention, je ne dis pas qu'ils ne font pas de droit et qu'ils font le truc un petit peu au petit bonheur la chance, mais ce qui influe leur interprétation juridique, ce n'est pas tant qu'ils soient de droite ou de gauche, etc. C'est plutôt ces facteurs-là, si on regarde un peu sur le temps long et si on essaie de prendre ça d'un point de vue statistique. Or là, il y a des raisons juridiques objectives que ça ne se passe pas très bien, moins qu'on puisse dire, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et puis, on a une opinion qui est vent debout. On a des majorités très clivées à l'Assemblée qui ne se sont pas prononcées, une majorité au Sénat qui est quand même très en délicatesse avec la procédure et qui d'ailleurs en fait des tonnes et s'amuse un petit peu à fragiliser le gouvernement en validant sa réforme, mais une version de la réforme qui fait sortir les gens dans la rue. Donc, on a quand même des facteurs objectifs qui pousseraient le Conseil à l'intransigeance. Est-ce que vraiment l'intransigeance va jusqu'à annuler une réforme phare du quinquennat pour vice de procédure et à dire game over, recommencer encore? Je ne pense pas, ce serait quand même la bombe atomique. Néanmoins, voilà, ça ne penche pas forcément du côté du gouvernement. Je t'entends, Philippe. Il faut que tu remettes ton micro, Philippe. Ah, on n'a plus Philippe. On n'a plus Philippe, oui. Je pense qu'il est... Ouais, de temps en temps, il a des problèmes de bande passante. En même temps, on arrive au bout de notre réunion, donc... Ça y est, Philippe revient. Ma liaison n'est pas très bonne. Voilà. Vous m'entendez toujours? Oui, là, oui, on t'entend. Tu es figé, mais on t'entend. Ah, ça y est, c'est revenu. Je suis désolé, j'ai eu une interruption. Dites-moi, chers amis, il est 1h moins le quart. Est-ce qu'on prend une dernière question
parce qu'il va être temps d'aller manger le poulet frites du dimanche. Est-ce qu'on prend rendez-vous avec Jérôme pour qu'il revienne nous parler constitution plus longuement? Oui, parce que c'est passionnant ce que tu nous racontes et ça serait peut-être pas mal qu'on fasse effectivement un petit débat sur… je réfléchis tout haut, hein, mais c'est une proposition comme ça, qu'on fasse une émission sur la réforme des retraites où on aborde le sujet de la constitutionnalité et où on prolonge la discussion. Et ce que tu viens d'esquisser, Benjamin, qui me paraît tout à fait passionnant parce qu'on se rapproche. Quelle est l'échéance en gros de l'examen par le Conseil constitutionnel? Ça va être avril, c'est ça? Ouais, alors déjà, il faut voir que c'est 15 jours au Sénat et tout le monde parle du 26 mars. Mais en fait, c'est la date maximale à partir duquel on peut avoir l'usage d'ordonnances. Hein. Mais si jamais la commission mixte paritaire va plus vite, un examen en dernière lecture, tu sais ça comme moi, ça va relativement rapidement. Donc, on peut avoir un texte et le gouvernement a plutôt intérêt à ce que ça se passe avant le 26 mars. Donc, attention à ces dates très, très théoriques. Ensuite, théoriquement, on a un texte financier, donc le Conseil devrait se prononcer très rapidement, en une semaine, mais parfois il aime prendre un peu plus son temps, mais dans la version la plus, je dirais la plus tardive, on sera en effet sur la première semaine d'avril, je pense. D'accord. Ben, ça va être, c'est-à-dire dans un mois, à peu près dans un gros mois. Un mois de marche pour cause de grève. On entre vraiment dans le mois décisif où à la fois du côté du mouvement social, on va voir comment s'organise et se prolonge éventuellement le blocage. Et on arrive aussi dans le mois décisif sur le plan politique et parlementaire et constitutionnel. Bon, tout ça est très intéressant. Merci beaucoup, Benjamin, et puis merci à David et à Catherine pour leurs questions, relances. On a essayé de faire passer quelques remarques ou questions de ceux et celles, comme on dit, qui nous écoutaient. Écoutez, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'était très intéressant comme première émission. Et vraiment, en vous écoutant et en t'écoutant, Benjamin, je me dis qu'une petite séance sur la réforme des retraites à la fin mars serait peut-être pas, je sais pas, comme ça, il faut qu'on en discute entre nous, mais ça pourrait quand même être tout à fait d'actualité et un éclairage tout à fait intéressant. Tout à fait. Bon, messieurs, dames, on va saluer ceux qui nous ont suivis pour cette première. 1000 fois merci, Benjamin, d'être venu inaugurer l'émission. C'est très sympa et j'en profite pour remontrer ton bouquin qui est vraiment passionnant, qui est donc La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatiste de Benjamin Morel aux éditions du Cerf et qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Et puis, on a peut-être une idée, mais qu'on va creuser, peut-être une idée de prochaine émission dans ce format. Vous voyez que le temps passe vite parce qu'on est quand même resté une bonne heure et demie en ligne. On a abordé beaucoup de sujets, certains qu'on aurait voulu prolonger, mais en tout cas, je trouve que c'était pas mal d'avoir ton éclairage pour cette première émission, Benjamin. Merci beaucoup. J'ajoute que l'émission va rester effectivement sur la page des Amis de Coralie Delhomme, mais je vais aussi m'employer cet après-midi à la transférer sur notre chaîne YouTube. Ah, excellent, excellent. Voilà. Bon, super. Merci à tous. Merci à vous. Bravo Benjamin, bonne chance à ton livre. Et puis chers amis, on se retrouve peut-être, on se donne une échéance à la fin mars, et puis on va affiner le sujet de notre prochaine émission, puisque on constate avec la fin de la discussion que sur la réforme des retraites, on a encore beaucoup de choses passionnantes, pas simplement sur le plan social, où ça on sait que dès cette semaine, il y aura des choses importantes qui vont se jouer, mais aussi sur le plan politique, parlementaire et constitutionnel. Et ça, c'est très intéressant. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. Il est le temps de rejoindre nos familles pour aller déjeuner. Et donc, on vous embrasse tous et passez un excellent dimanche.
Au revoir. Voilà. Au revoir. Je vais essayer de retirer la diffusion en direct.